Bonjour, je m'appelle Claude Vinuesa. Euh, j'ai été volontaire à Aide à partir de 1986. Euh, j'ai été aussi chez les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, pas très longtemps. Euh, quelle autre association? J'ai Je suis l'un des 10 organisateurs des États généraux Vivre le SIDA. Euh, et bon, j'ai fait différentes petites choses. Et bon, évidemment, fondateur du Patchwork avec mes camarades Philippe, Jacques et Grégory. Voilà sur le départ. Alors au départ, Jacques Létang et Jacques Hébert travaillaient à Aide, enfin, comme bénévoles volontaires, euh, au service de presse. Ils recueillaient tous les articles de presse qui paraissaient. Euh, Philippe Pierrard l'Étoile avait eu vent du Names Project et de ce qui se passait pour sur le travail du deuil, de la mémoire, et en avait parlé à Jacques, qui avait vu aussi dans les articles de presse le patchwork des noms. Ils m'en ont parlé, puisque moi, je venais d'être veuf, et donc j'étais l'une des personnes qui avait perdu quelqu'un de proche directement. Donc, Philippe Pierreur l'Étoile s'est occupé de beaucoup de choses en relation avec le Names Project à San Francisco, et puis Jacques Hébert, et il a été organisé une première réunion chez Gregory Johnson, et on a fait les statuts, et c'est comme ça que l'association a commencé. Alors, au départ, c'était plus un souci de mémoire, et c'était une époque où c'était quand même très difficile, quand on était proche de quelqu'un qui venait de décéder. Parce que, bon, beaucoup vivaient dans une semi-clandestinité. Ils pouvaient vivre en couple, mais sans que les parents le sachent trop. Et effectivement, au moment du décès, ils étaient complètement lésés. Alors, pour un peu vous donner un exemple de la violence, je me souviens, bon c'est arrivé plus tard, mais c'est un exemple, à l'hôpital de Bligny, il y avait une jeune femme qui était dans une phase avancée de la maladie, et donc Bligny c'est dans l'Essonne, et son compagnon habitait Saint-Denis, au nord de Paris. Ce garçon, tous les jours, faisait le chemin pour voir sa compagne. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi attentionné. Il s'occupait d'elle comme d'un bébé. Elle avait des candidoses buccales, il lui nettoyait les dents. C'était impressionnant l'amour qu'il y avait entre ces deux personnes. Le jour où elle est décédée, il n'a pas été prévenu, il est arrivé à l'hôpital,
Elle n'était plus dans la chambre et les infirmières lui ont dit qu'elle était décédée. Et la famille de cette jeune femme a refusé qu'il assiste aux funérailles et d'avoir toute information par rapport au décès de sa compagne. Donc c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qui se passait. Donc, les panneaux, c'est la mémoire, mais c'est aussi une forme de travail de deuil. Personnellement, moi j'ai fait un panneau, longtemps à le penser, et bon, moi je ne suis pas un couturier, mais j'ai tenu à le faire moi-même sans aide. Et ça avait quelque chose de thérapeutique de le faire, parce que physiquement je m'impliquais, et beaucoup de mon deuil partait dans ce travail. Donc c'était quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi. Alors, chacun a sa perception différente, mais c'est pas qu'un lieu de mémoire, c'est aussi un travail de deuil, le panneau du patchwork. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir de plus. Bah, comme intro, c'est bien. Après, si tu veux, on peut commencer par le tout début. En tout cas, dans nos archives, dans les archives de l'association, on a pas mal de documents sur l'année 88, avant que l'association soit constituée en association. Donc il y a des documents d'annonce du projet du NEMS Project en France qui est sorti dans un bulletin de aide en novembre 88. Il y a un compte rendu de réunion entre Jacques Hébert, Jacques Létang, Pablo Ruiz, Philippe Pirard-L'Étoile, Grégory Johnson qui était absent, toi aussi apparemment, qui date de 19 décembre 88. Voilà, il y a plusieurs documents. Donc, comment tu veux commencer? Est-ce que tu te rappelles de cette annonce en fait du NEMS Project dans un bulletin de aide? Alors ça, je ne me rappelle pas. Je sais que Philippe Pirard-L'Étoile s'est beaucoup investi au départ. Jacques Létang et Jacques Hébert étaient là, puisque tous les deux étaient quasiment en permanence à aide. Donc, j'en sais pas plus sur les prémices de la création de l'association. Moi, la seule chose que je me souviens, vraiment, c'est de cette première réunion. Alors, ce qui s'est passé avant, je ne me rappelle plus trop, mais bon, c'est de mettre en place une association. Maintenant... La première réunion s'est déroulée quand? Avec la date des premiers statuts, on doit l'avoir. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu te souviens, juste cette soirée-là, c'était quoi? Vous mangiez ensemble? C'était un dîner? C'était un apéro? Non, c'était plus une réunion de travail. On avait commandé des pizzas. Mais c'était pas un moment de repas, c'était plus de se questionner sur ce qu'on allait faire, les statuts. Bon, moi, ce qui m'a toujours interpellé depuis le début, c'est
que, contrairement aux États-Unis, Jacques Hébert nous disait qu'on ne pouvait pas mettre les patronymes, et seulement les prénoms, et ça m'a toujours dérangé. Et surtout au jour d'aujourd'hui, ça me choque encore plus, parce que si dans le contexte de l'époque, on pouvait se dire, oui, effectivement, mettons les noms, les familles pourraient attaquer le patchwork, ça m'a toujours paru ridicule. En plus, bon, en France, on est le pays qui avons le plus grand nombre de patronymes différents. Donc, une même personne avec le même patronyme et le même prénom, on en a certainement plusieurs. Donc, pour identifier et affirmer que tel panneau correspond à telle personne, c'est compliqué. Qu'on ne mette pas de photo de la personne, ça se comprendrait, mais de ne pas mettre le nom. Alors, les choses ont aussi relativement changé. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les prénoms que les noms. Et les enfants, aujourd'hui, ont tous des prénoms beaucoup plus singuliers qu'à mon époque. Donc, la chose n'est pas pareille, mais le patronyme est aussi quelque chose d'important. Bon, c'est la personne. D'ailleurs, on pourrait dire que ça ne s'appelle pas le patchwork des prénoms, Oui. mais ça s'appelle le patchwork des noms. Ouais. Mais, voilà. Et comment il y a eu quelle discussion au sein de cette réunion pour créer l'association? Parce que là, dans un document, ils annoncent la mise en place du patchwork du souvenir, mais finalement, l'association s'appelle le patchwork des noms. Oui, mais je crois que c'est Comment ça peut-être s'est des fait documents. le changement? Je crois que dans les échanges avec le NAMES Project, il y a eu cette possibilité de mettre le patchwork des noms. C'est patchwork du souvenir, c'est toujours dans... On ne peut pas reprendre le nom de quelque chose qui existe. Donc, bon, c'était le patchwork du souvenir, parce que c'était plus dans l'esprit se souvenir de quelqu'un. Mais en fait, on copiait le patchwork des noms, c'est NAMES Project. Que ce soit patchwork du souvenir ou patchwork des noms, en fait, l'esprit est là, c'est se souvenir, c'est avoir un lieu de mémoire. Les gens, il y a des personnes qui ne savent pas où leur proche peut être enterré. Donc, le fait d'avoir un panneau, ils savent sur les panneaux du patchwork des noms, il y a la personne qu'ils ont perdue. Donc, c'est un lieu de mémoire. Même si c'est pas comme un cimetière où on peut y aller régulièrement, ils savent que dans le patchwork, il y a un panneau qui correspond à la personne qu'ils aimaient ou à qui ils veulent rendre hommage. C'est ça la symbolique. L'important, c'est le souvenir et c'est aussi beaucoup le travail du deuil. C'est pas de faire un panneau, quand on fait un panneau pour quelqu'un, c'est physique, hein, c'est comme
faire une toile, faire une sculpture, c'est que physiquement, on crée quelque chose. Donc, dans ce travail-là, il y a toute une émotion qui passe au travers de cette création. Donc, c'est un moment de... C'est un travail du deuil. C'est pas forcément une œuvre artistique, hein. C'est vraiment l'expression au travers d'un panneau du souvenir qu'on a de quelqu'un. Donc ça s'appelle, que ça c'est pu s'appeler au départ patchwork du souvenir, peut-être, mais oui, je ne me souviens pas précisément, mais assez rapidement, moi on a parlé patchwork des noms. Peut-être même que cette première réunion, on a évoqué ça. Mais le lien, ça a toujours été le Names Project. Donc maintenant, le nom de Patchwork des noms, bon, c'est... Après, bon, ça aurait pu s'appeler La Courte Pointe, comme les Canadiens. On a choisi Patchwork, un mot franglais qui correspond à pas grand-chose, mais c'est... Voilà. Les premiers ateliers sont déroulés comment? J'ai l'impression dans les premiers carrés qui ont été composés, forcément c'était les premiers. Au départ, il n'y a pas eu d'atelier. C'est des gens, des personnes qui ont fait des panneaux. Et donc, les personnes ont fait des panneaux, et à un moment donné, s'est exprimé le besoin de faire des ateliers, parce que justement, il y a des personnes qui avaient des problèmes pour réaliser ces panneaux, parce qu'ils ne maîtrisaient pas forcément la couture, et ils avaient besoin d'aide. Donc, les ateliers, c'était aussi, quelque part, un lieu de parole. Donc ça permettait d'exprimer son ressenti, son deuil, son mal-être. Donc ça s'est fait dans la suite. Mais au départ, il n'y avait pas d'atelier. Ça s'est fait en plusieurs phases. Hein. Et les ateliers, que je me souviens, il n'y avait jamais eu beaucoup de monde. Hein. Alors, en province, je ne sais pas, mais sur Paris, il n'y avait pas énormément de monde. Hein. C'était compliqué. Hein. Oui, je me souviens, bon, Jacques Hébert qui me tannait en disant on n'a pas beaucoup de panneaux, il faut faire des panneaux. Moi, j'ai dû en faire 2 autres, mais je les ai faits en souvenir de gens, mais c'était pas du tout pareil que le premier que j'ai fait. Et il y a beaucoup de panneaux qui ont été faits pour se souvenir, mais qui étaient plus parce qu'il y avait une nécessité de faire quelque chose d'important. Voilà, c'est... Dans l'inventaire, on a trouvé 3 panneaux où tu es marqué comme créateur. 3 ? Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Peut-être. Alors, on a Oui, trouvé celui-là, Daniel. oui, c'est le premier. C'est le premier Daniel. C'est pour ça que je dis ce grand panneau, c'est l'un des premiers. Mmh. Oui. Ouais. Là, c'est dans l'inventaire, c'est le carré numéro 3. Ouais, mais je pense que c'est plutôt le 1. Mais
Le 1, c'est celui-là. Non, c'est pas En tout possible. cas, dans l'inventaire Non, non, qu'on c'est pas... a reçu, c'est celui-là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, on a, enfin, en tout cas, dans le numéro, il y a celui-là aussi, le numéro 2. Non, le premier, c'est ce j'en suis sûr. C'est Le premier, sûr, c'est c'est celui-là. sûr que c'est Ouais. celui-là. Alors, on a dit le patchwork a été fondé en 89. Oui, Oui. Bon. en mars, la première réunion de création et les statuts déposés et entrés en vigueur en préfecture, c'est en Alors, mai. les associations ont vraiment participé, c'est après 90, au moment où il y a eu les états généraux Vive le sida au Bataclan. Et c'est surtout à ce moment-là que Actop a commencé, enfin des gens d'Actop ont commencé à faire des panneaux. Donc celui que tu me montres ne peut pas être parmi le numéro 1. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas possible. Nous, on a ça, en tout cas, on a ça qui a été marqué dans l'inventaire. Oui, mais Des bon, panneaux qui ont été donnés en mai 89, septembre 89. Là, ça c'est le carré numéro 2, en tout cas dans l'inventaire. C'est aussi les dates, mai 89. Après, celui-là, celui où il y a ton panneau pour Daniel, il a été créé. Enfin, les dates, c'est octobre 89, novembre 90. juin 91, non, Ouais. c'est pas possible. Il y a un mélange. Pour Daniel, pour toi, juin 91, c'est trop tard. Ouais. D'accord. Je suis sûr que c'est avant. Mhm. C'est parce que Daniel est décédé en février 88, il y a eu le début du patchwork des noms, et au début, c'est le premier panneau que j'ai fait, donc c'est pas possible. D'accord. Et je suis sûr que ça, c'est l'un des premiers. Ça c'est pour Emmanuel Dreuil. C'est pas là, Emmanuel Droit, Oui, c'est ça. septembre 89. Non, tu vois, il y a un truc qui peut pas être possible. Quand tu vois les panneaux, 89, 90, c'est pas possible que celui-là il soit en 91. Il y a forcément une erreur de date. D'accord. Chronologiquement, puisque les assemblées au fur et à mesure. Donc tu peux pas avoir. On va corriger. Ouais, bon, C'est fait, bon, ça n'a aucune importance c'est fait d'ailleurs, pour mais. ça. Non, si, c'est important. Ouais. C'est fait pour ça aussi d'avoir ton témoignage en direct. Tu dis que les carrés étaient faits les uns à la suite des autres. Oui. Et quand vous aviez 8 panneaux, vous faisiez un carré, et quand il y avait un 9e, un 10e, 11e. Alors, comment c'est arrivé Parce qu'on a pas mal d'images où on vous voit défiler avec uniquement des panneaux. Oui, oui. Parce que pendant longtemps, on n'a pas assemblé. Et donc, alors, oui, c'est toujours pareil. Peut-être que ce panneau, il a été réalisé après. Mais je suis sûr que, enfin, ce carré a été peut-être réalisé après, mais je suis sûr que ce panneau, il n'a pas été fait à cette date-là. Okay. Donc, alors effectivement, pendant longtemps, parce que je crois qu'on n'avait pas le matériel. C'est une histoire comme ça. Et que d'autre part, c'était compliqué dans la mesure où on nous demandait des panneaux,
bon, généralement des associations aide en province qui nous demandaient pour le 1er décembre ou pour un événement des panneaux. Et si nous avions assemblé tous les panneaux, on ne pouvait pas envoyer des panneaux dans différents endroits. Et donc, pendant longtemps, on n'a pas assemblé. Donc, et je me demande si c'est pas effectivement en 91 qu'on a commencé à assembler, parce que c'est avant Washington, qui est en 92. Ça pourrait être en 91 qu'on a commencé à assembler les panneaux. Mais le problème, il était là, c'est que c'était pouvoir montrer les panneaux dans les différentes antennes de aide à leur demande. Voilà. Mais il faut, entre la date de création des panneaux et la date de réalisation des carrés, il peut y avoir effectivement des cas. Est-ce qu'éventuellement la création des ateliers n'aurait pas été pour justement assembler les cas? Non. Au départ, c'était pour des panneaux. Parce que la demande était pour des panneaux. Et c'était ça le compliqué. Oui, c'était quand il y avait différentes manifestations, que ce soit le 1er décembre ou pour les rencontres annuelles de aide. Quand il y avait aux rencontres annuelles, on présentait des panneaux et souvent après, des antennes de aide demandaient s'ils ne pouvaient pas avoir quelques panneaux pour le 1er décembre, etc. Donc c'est pour ça qu'au départ, ça n'a pas été assemblé, parce que le nombre de panneaux était pas suffisant pour répondre à la demande. Et après, quand il y a eu un nombre assez important, il y a des panneaux qui ont été réalisés. Et les premiers grands panneaux, qui ont été réalisés, c'est à Paris. Carré. Ouais, les carrés. Alors, oui, panneaux, carrés. D'accord. Il y a un deuxième panneau qui est identifié comme toi étant le créateur, c'est pour José Marie, ici. Tu t'en souviens? Oui, je me souviens du tissu du fond, mais alors José Marie. Il y a une photo. Ouais. Oui, si José, oui, je sais qui c'est, José. Oui, José Marie, je sais qui c'est, oui. Oui, effectivement, c'est moi qui ai fait ça. Ouais. Il doit y en avoir un autre encore. Oui. Ça, Il y a celui-là. Bernard. Oui. Je crois que Citon, oui, c'est moi. C'est beaucoup plus tardif, ça, je crois. C'est marqué décembre 92. 92. Et celui-là Celui-là, c'est. Novembre 91. Ah ouais, alors. Et pour Daniel, ils avaient mis quoi? Daniel. Juin 91. Ouais. C'est bien. Bien en amont, c'est bon. Tu peux nous dire qui c'était? Bernard, José-Marie et Daniel? Alors, Bernard et José-Marie, il y a un lien. Parce que Bernard, c'était un très 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 bon copain. Et où j'habitais, à Paris, j'avais une voisine
avec qui il avait fait un deal. Tous les soirs, il venait manger chez elle. Et une fois par mois, il emmenait dans un restaurant. Bon, un restaurant de qualité, parce que bon, ça pouvait être le Grand Féfour, par exemple. Et que, comme c'était une gastronome, moi, bon, ça lui permettait d'aller dans un grand restaurant. Et en échange, tous les jours, il venait manger chez elle. Donc, et donc, c'était une voisine, une amie, et donc le Bernard, je le connaissais bien, et José, c'était son ami. Voilà le lien entre les deux et moi. Mais c'est pas, tu vois, c'est ça qui m'agace. Parce que Bernard, je ne suis plus capable de me rappeler son patronyme. Et ça, quelque part, c'est assez insupportable, parce que, bon, moi, avec le temps, ma mémoire, elle s'en va. Donc, Bernard, oui, mais il s'appelait comment José-Marie, comment il s'appelait bon, en plus, José-Marie, bon, qui était sri-lankais, il y avait, on avait des relations d'amitié, et puis bon, il était sri-lankais, c'est Ceylan, donc Ceylan, par rapport à l'histoire de ma famille, c'est aussi beaucoup de souvenirs, donc il y a beaucoup de choses qui nous liaient, et José-Marie, oui, donc, ça s'entrecroisait dans mes liens amicaux. Donc c'est pour ça que José-Marie, j'ai tenu à faire un panneau. Tu peux nous raconter l'histoire de ta famille, l'histoire des familles des autres membres fondateurs? De ma famille ou moi, de ma famille, ça n'a pas trop d'intérêt. Sinon, que c'est une famille plurinationale, donc ouais, ça ne mérite pas qu'on s'y intéresse trop. Mais tu nous as parlé tout à l'heure de celle qui qualifiait les autres et de certains liens qui étaient avec les autres membres fondateurs. Ouais, enfin, oui, c'est plus amusant. Gregory Johnson est un Afro-Américain. Jacques Létang est un métis des Antilles. Et moi, par ma grand-mère paternelle, qui est de l'océan Indien, j'ai une lointaine ancêtre qui est noire, et par mon grand-père américain, j'ai une ancêtre qui est amérindienne. Donc, sur les 5 fondateurs, on est 3 à être métissés, et ça m'a toujours amusé de ce point-là. Mais bon, c'est plus de l'anecdote. Parmi les premiers carrés, il y a des noms de créateurs et créatrices aussi, parce que aussi, dès le début, en fait, des femmes qui ont créé des panneaux. Est-ce que ça te... Jacques Hébert, oui. Ouais. Jacques Létang, oui. Michel Gaillato, oui. Alors, Michel Gaillato, c'était l'un des petits nains de la permanence téléphonique de Aide. Au départ, la permanence téléphonique de Aide, il y avait un certain nombre de responsables qu'on appelait les petits nains. Donc,
Michel Gaillato était un petit nain et un responsable important de Aide au départ. Et bon, c'est un ami, Michel Gaillato. C'est enfin, un très très bon copain. Donc, je connais. C'est quoi un petit nain? Hein? C'est quoi un petit nain? Un petit nain? Je sais pas d'où ça vient, mais ils avaient décidé que les petits nains, c'était les responsables de permanence téléphonique. Alors, dans les petits nains, il y avait Pierre Knepp, il y avait Michel Gaillato, il y avait, je ne me rappelle plus tous les noms, mais je pense que ça a disparu quand il y a eu SIDA Info Service. Hein. Donc, ouais, parce qu'en général, on était 3 en permanence téléphonique le soir. Et les réveillons de Noël et les réveillons du jour de l'an, la plupart du temps, c'était Pierre Knepp et moi qui étions permanence téléphonique. Et là, dans ces permanences, vous receviez des appels des personnes qui avaient perdu des proches? Oui, les permanences téléphoniques de Aide, c'est pas le patchwork des noms. Les permanences téléphoniques, c'était d'abord, il y avait une formation et en plus, je dirais quotidiennement, on avait des informations sur tout ce qui paraissait sur l'actualité médicale. Bon. En plus, on avait la chance que parmi les petits nains, il y avait Sophie Chamaret, qui travaillait à Pasteur avec le professeur Montagnier. Donc on était au plus près de la connaissance scientifique, et dès qu'il y avait quelque chose, on était au courant. Donc les permanences téléphoniques au départ, c'était toutes les questions que pouvaient se poser les questions sur la transmission, éventuellement les symptômes, sur tout ce qui pouvait interroger les gens par rapport au sida. Donc, c'était un moyen d'information. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre. C'est peut-être Libé, en lisant les articles de Libé, mais les permanences téléphoniques de Aide, c'était un bon moyen de s'informer sur les nouveaux traitements. Après, c'était une source d'information. Oui, là, je vois l'adresse 179 rue de la Fayette, Paris 10e. C'est là où a eu lieu la première réunion de constitution du patchwork chez Gregory Johnson. Voilà, on a l'adresse. Et là, Là, c'est autre chose. Hein. Oui, c'est une invitation. C'est une invitation pour quelque chose. C'est pour le Candlelight. Si tu veux, l'adresse du patchwork, c'était au départ chez Gregory Johnson. D'accord. Et est-ce que tu as des souvenirs, c'est peut-être d'il y a 35 ans, mais de la première manifestation du patchwork pour le Candlelight Day? Parce que là, c'est une invitation pour le Candlelight Day, donc c'est vraiment presque le premier événement du patchwork. Et c'est assez symbolique parce que le Candlelight Day, c'est vraiment la journée internationale du souvenir des personnes décédées du sida. Donc là, c'est vraiment la première action, en tout cas documentée, du patchwork des Noirs en France. Et ils invitent au Candlelight Day à assister à cette commémoration et la présentation des premiers éléments du culte français et néerlandais. Ouais. Et c'est rue Lausanne à Belleville. Je ne vais pas souvenir, mais
Ça fait 35 ans, donc c'est pas... Mais c'est ça, quand je relance cette invitation, effectivement, les Néerlandais et les Français étaient associés depuis le début. Donc, outre le patchwork des noms, on a organisé Euroquilt. Alors, Euro d'Europe, quilt, c'est le mot qu'on utilise pour le mot patchwork français. Hein, quilt, sinon les Canadiens disent courte pointe. Donc, à l'initiative d'une association belge qui était basée à Anvers, il a été créé Euroquilt. L'idée était que 3 associations de 3 pays européens pouvaient demander des subventions européennes. Bon, ce qui n'a jamais été fait, mais bon, ça a permis pour certaines manifestations de faire venir des panneaux d'autres pays. Donc c'est ça. Il y a les Irlandais, des Néerlandais, des Belges, et même à la Tour Eiffel, il y a eu des Russes. Et je me souviens bien parce qu'ils avaient un panneau avec des plaques de verre. C'est assez fragile, mais bon. Plaque de verre, des photos? Non, de verre, Ou, de vitre, de verre, VE2RE. Les dépeintes? Hein? Elles étaient peintes ou... Tu me demandes trop, là. Et justement, ce déploiement sous la Tour Eiffel, tu as des souvenirs précis? On a beaucoup de photos. on a beaucoup C'était le soir, d'images. il faisait froid. Ça devait être pour un 1er décembre. Oui. J'ai pas trop de mémoire dessus. Quand on a fait le déploiement en 92 à Washington, on était en blanc. Et après, quand on est venu, effectivement, on demandait aux gens de se mettre en blanc. Est-ce que tu pourrais nous donner la raison? Je sais pas, ça a toujours été comme ça avec le NEMS Project aux États-Unis. Pourquoi ils avaient proposé, enfin, ils ont décidé que ce soit blanc, je ne sais pas. C'est pas la pureté, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous donner la raison. Donc, Et à chaque déploiement, c'était toujours respecté ce code couleur? non. Non? Alors, bien, on avait été, le patchwork des noms avait été invité par le NEMS Project pour faire un déploiement à Washington. Et donc, nous avons été, Jacques Hébert et moi, accompagnés d'un photographe qui s'appelait Jean Forest, à Washington. Alors, dans les délégations étrangères, il y avait des Irlandais et des Néerlandais. Je me rappelle plus des Irlandais, mais en fait, c'était un grand déploiement. Et il y avait eu un soir une candlelight marche autour de la Maison Blanche et on avait été jusque devant le Lincoln Memorial et il y avait 500 000 personnes.
Moi, c'était assez impressionnant. Et je sais que pendant les jours du déploiement, Là, on voit le Lincoln Memorial. ouais, avec Lisa Minnelli, je sais pas, pendant la journée, les gens allaient sur le pupitre devant les panneaux et disaient le nom des personnes qui étaient sur les panneaux. Et donc, j'y étais allé et je ne m'étais pas présenté, mais j'avais présenté le patchwork des noms et j'avais lu une liste de noms français. Donc, pendant plusieurs jours, on a côtoyé d'autres associations. L'année prochaine, il y a beaucoup d'associations européennes. Donc, en théorie, Jean Forest, des photographes, était là pour faire des photos. Donc je pense qu'il doit y avoir de nombreuses photos de cet événement. Je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, mais celles-ci on les a pas. Au final, on n'a que des cartes postales qui datent de 92 de l'événement. Oui, mais c'est les cartes postales du Names Project. Ouais. Donc on ne voit pas du tout les panneaux du patchwork des noms exposés. Faudrait prendre une loupe. Pour une carte postale comme ça. Parce que la Maison Blanche, elle est là ou là, je ne me rappelle plus. Mais j'ai pas l'impression que c'est 92 ça. Parce qu'il n'y avait rien au milieu, hein, quand on y était. Là, celle-ci, c'est marqué 92. C'est lequel de mon passeport? C'est ma mémoire. Ah oui. US Immigration. Juillet 92. Oh, c'est marrant. Ouais, c'est juillet 92. C'est possible. On enchaîne sur les autres dates. Juste après cette conférence, vous avez gardé des contacts avec d'autres associations du patchwork en Europe notamment? Oui. Et quand le déploiement sous la Tour Eiffel, c'est postérieur. Et lors du déploiement sous la Tour Eiffel, il y avait les Irlandais, je suis sûr, puisque le représentant de l'Irlande, je l'ai hébergé chez moi, donc je suis sûr qu'il y avait un Irlandais.
Et je me souviens qu'il y avait des Russes. Alors il devait certainement y avoir des Hollandais, d'autres pays, mais des Belges, c'est pratiquement sûr. Mais bon. Donc il y avait des liens, puisque on avait organisé ce qu'on appelait Euroquilt. C'était une petite fédération d'associations européennes. Le but étant de permettre de rassembler lors d'événements dans l'un des pays le plus grand nombre de panneaux. Voilà. Parce que bon, chaque pays avait peu de panneaux. Le nombre de panneaux en Europe est incomparable par rapport aux États-Unis. Donc le but c'était de se rassembler pour avoir des événements significatifs. Tu veux passer à quel événement? On continue dans le temps. Est-ce qu'on pourrait peut-être te poser comme question, est-ce que dans ces événements que tu as pu suivre dans ces premières années, est-ce qu'il y en a un qui t'a frappé particulièrement, dont tu aurais envie de témoigner, de quelque chose qui t'a profondément touché, marqué? Non, d'abord, bon, il faut rappeler le contexte. Moi, je travaillais, donc j'avais une activité professionnelle très prenante. J'étais volontaire à aide. Donc, j'avais pas forcément le temps de participer à toutes les manifestations. Alors, les manifestations en semaine, c'était quasiment impossible. Et le week-end, quand je pouvais, et quand Jacques me le demandait, j'y allais. Et, maintenant, savoir quelle est la cérémonie le plus émouvante, c'était quand même à Washington. Pour moi, c'était... d'abord, c'était un moment fort. En plus, une certaine fraternité avec des gens du monde entier qui étaient là. Et une chaleur qui était remarquable. Voilà. Donc, les événements en France, c'est plus compliqué parce que ce qu'on a fait comme Avignon, etc., on était plus à bosser, à mettre les panneaux et machin, donc le temps de la cérémonie, c'est pas pareil. En plus, quand tu connais tous les panneaux, les choses, le rituel n'a plus la même symbolique, puisque tu es organisateur, donc tu ne vis pas les choses de la même façon que si tu participes en tant qu'individu. C'est triste et peut-être un peu frustrant, mais c'est la réalité des choses. J'aurais aussi une autre question, parce que j'ai peur de l'oublier, qui est que tout à l'heure dans la voiture, et déjà hier au téléphone, ou avant-hier, tu m'as raconté un cérémonie dans les déploiements, quelque chose que nous n'avions jamais encore entendu, qui est justement le fait de réunir 4 carrés ensemble. Est-ce que tu pourrais nous en reparler? Alors, comme vous le voyez sur les photos, vous ne voyez pas? Alors, un panneau fait
3 pieds par 6 pieds, c'est-à-dire 90 par 1,80 m. Un carré fait donc 12 pieds par 12 pieds, c'est-à-dire 3,60 m par 3,60 m. Lors des cérémonies de déploiement, les Anglais appellent ça unfolding ceremony, 4 grands carrés sont assemblés. C'est la raison pour laquelle, en bordure des panneaux, vous avez tout autour une bande avec des anneaux et des rivets. Des rivets. On appelle ça des œillets. Des œillets, oui. Et donc, ça permet d'assembler avec un lien. Et donc, ça vous fait un panneau qui fait 7,20 m. Oui, 7,20 m par 7,20 m. Donc, en fait, ces grands panneaux sont rassemblés une première fois et une deuxième fois. Et donc, le déploiement se fait en 2 fois et est beaucoup plus important, puisque que ce qu'on peut faire en France. En France, c'est le nombre de panneaux étant plus réduit, quand il y a des déploiements, ça se fait que sur un grand panneau. Donc c'est pas du tout... Enfin, c'est la même chose, mais ça donne pas du tout le même effet visuel. Mais surtout, tu nous donnes une information qui pour nous est très précieuse, qui est pourquoi est-ce qu'il y a des œillets? S'il y a des œillets, nous on pensait que c'était pour les accrocher éventuellement sur les murs. Non. Non, non, comme vous le voyez, en regardant les photos, vous comprenez que Oui. si il y a 4 panneaux les uns à côté des autres, il y a forcément un moyen de les lier. Alors évidemment, sur les photos, il n'y a pas le déploiement. Donc on ne peut pas comprendre. Mais vous comprenez bien que sur ces grands panneaux, si on les rassemble, une fois, 2 fois, il faut qu'ils soient liés. Voilà le pourquoi des choses. Et donc, c'est le standard du NAIMS Project. Alors, le NAIMS Project a défini les tailles des panneaux individuels, 3 pieds, 6 pieds, ce qui en métrique fait 90-180. Il a précisé comment assembler ces panneaux pour faire 12 pieds par 12 pieds. Le positionnement dans ces grands carrés de 12 pieds est très aléatoire. Il y a un très grand nombre de possibilités. La bordure avec ces œillets permet de les relier quand on fait un grand déploiement. Voilà, bon, c'est des choses, et la position des œillets ont été aussi définies par les Américains. Dans les rituels, alors, nous, on va revenir sur les vêtements que portent les personnes lors des déploiements. Le NAIMS Project, c'est une grosse organisation avec beaucoup de volontaires. Et donc, ils ont leur propre volontaire. Ils ont un code couleur pour les personnes qui participent au déploiement. Ce code couleur est pantalon blanc, chemise blanche. Donc c'est relativement facile quand tous les volontaires d'une même association ont un uniforme, entre guillemets, pour faire des déploiements. En France, c'est un peu plus compliqué. L'association du patchwork, moi, de ce que je me souviens au départ, on n'était pas nombreux.
Mais si nous pouvions éventuellement avoir cette référence de pantalon blanc et chemise blanche, les gens qui participaient et nous aidaient, on ne pouvait pas forcément leur imposer d'être habillés tout en blanc. Donc, et puis au départ, on n'avait pas trop connaissance de ce code couleur pour la cérémonie de déploiement. Et d'ailleurs, on n'en faisait peu du déploiement. Donc, il arrive, et même encore maintenant, qu'on fasse des déploiements sans qu'il y ait ce code couleur pour les gens qui participent au déploiement. Bon. Alors, évidemment, ce serait bien, mais est-ce que l'important n'est pas plus le cérémonial et le recueillement qu'il peut y avoir dans un déploiement que le vêtement que portent tous les volontaires autour. Bon, c'est arrivé. Bon, l'information est passée dans différents groupes en province. Certains l'ont appliquée, d'autres pas. Mais bon, c'est une règle souhaitable, plus pour des questions d'esthétique. Qu'est-ce que je peux dire? Sur l'origine de ce code couleur, je ne peux pas vous informer sur le pourquoi des choses, mais je sais qu'il vient de la maison mère, le NEMS Project, aussi bien pour les tailles que les codes couleurs des volontaires. Alors, j'emploie le mot volontaire, qui est plus anglo-saxon. En français, on dit bénévole. Mais ici, je pense qu'on fait la différence qu'on fait entre volontaire et bénévole, c'est que le volontaire a une formation. Des bénévoles parfois, mais il a une formation et il est considéré comme quelqu'un qui travaille. Alors qu'un bénévole, on ne considère pas qu'il travaille. Donc, on a pris la traduction quasi littérale de volontaire pour les volontaires. Mais bon, les volontaires sont en fait des bénévoles. Tu veux dire, dans les volontaires qui travaillent, sont rémunérés ou Non. pas? Non, c'est toujours dans cet esprit de bénévolat. Mais un volontaire fait un travail non rémunéré. Alors, je vais prendre l'exemple des permanences téléphoniques de aide. Les gens, pendant les permanences téléphoniques de l'association Aide, ce sont des volontaires, des bénévoles qui travaillent à titre gratuit. Quand c'est SIDA Info Service, ce sont des gens qui travaillent et qui sont rémunérés. Ce ne sont pas des volontaires. Bon, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, il y a toujours cette partition volontaire de aide et salariés de SIDA Info Service, mais quand SIDA Info Service a été mis en place, il y avait les permanences de aide a été toujours maintenues le soir de 19h à 22h. Et avant, c'était les salariés de SIDA Info Service et après les salariés de tu sais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? De quoi? SIDA Info Service et... Ah, il continue, il fait encore des permanences téléphoniques. À Aide? Non. Voilà. Non, pas spécialement à Aide, mais ils ont des locaux propres en fait. Oui, mais est-ce qu'il y a des bénévoles de Aide qui font des permanences téléphoniques? Chez SIDA Info Service, je crois que c'est vraiment que des salariés. Oui, d'accord. Mais chez Aide, Et chez Aide... je sais pas. Ouais, c'est en dehors du patchwork. Non. Enfin, après, il y a quelques permanences, vraiment pour des
pour des trucs particuliers, quoi. Alors moi j'ai une question à poser sur les années, puisque tu es au patchwork jusqu'au milieu des années 90 et tu vas nous dire à la fin pourquoi tu as quitté tout ça. Mais avant ça, on a dans nos patchwork un patchwork d'un activiste qui est... Alors quelles étaient d'abord éventuellement les relations entre le patchwork des noms et ACT UP? Est-ce qu'il y en avait? Et la deuxième question, il y avait Kloos Welle, qui était un président de ACT UP, dont nous avons aujourd'hui un panneau dont nous prenons soin. Actuellement, on le répare. Et est-ce que tu as connu Kloos Welle? Est-ce que toute cette période de ami du patchwork des noms et ACT UP, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Kloos Welle, je l'ai connu, et son ami aussi. Alors, tout le monde connaît Kloos Welle, hein. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour son engagement et ce qu'il a fait. Ça, c'est une chose. En matière de sida, il y a quelque chose qui a changé beaucoup l'approche des associations. En 1990, nous avons organisé, avec Alain Verdadier et 9 autres personnes, dont moi, les États généraux Vivre le sida, qui ont eu lieu pendant 2 jours au Bataclan. Et ça a bien marché, puisqu'on a eu des gens de toute la France, de toutes les conditions sociales, de toutes les origines. Il y a même eu dans le lot un prisonnier qui était en cavale. Bon, je ne trahis pas la confidentialité, mais bon, c'est pour... Il y avait vraiment tous les gens. Et évidemment, nous avions invité toutes les associations, quelles qu'elles soient, à venir participer. Donc c'était nouveau. C'était nouveau, et là, ça a été un facteur déclencheur, parce que d'abord, Ed, un peu mal pris que ça se fasse un peu dans leur dos, et surtout, qu'il y ait autant d'associations et de gens qui travaillent dans la lutte contre le sida. Et à partir de là, il y a des choses qui se sont déverrouillées. Il y a eu des choses qui se sont créées. Je pense que des passerelles entre Arcade Sida et Aide et ACT UP. Et donc, les gens ne sont pas vus comme des concurrents, mais des alliés potentiels sur certaines choses. Et alors, le patchwork là-dedans, le patchwork, ça a toujours été compliqué parce que le patchwork, en fait, c'est la mort pour les gens. Dans les associations où les gens sont séropositifs, où ils sont malades, où c'est les proches, où c'est des volontaires qui s'occupent de malades, le patchwork leur rappelle qu'il y a la mort. Et donc, c'est extrêmement compliqué la présence du patchwork. Ceci dit, les associations se sont aperçues que ça pouvait être intéressant d'honorer les membres de leur association. Et le patchwork n'a jamais refusé aucun patchwork d'aucune association. Le patchwork, c'est pour tous. Qui que vous soyez,
en individuel ou en groupe. Donc, qu'il y ait des patchworks de ACT UP est tout à fait légitime, comme il peut y avoir des patchworks de aide ou d'autres associations de lutte contre le sida ou plus ludiques. C'est pour exprimer son deuil, qui que soit la personne ou le groupe. Donc, voilà. C'est ça l'esprit. Si tu veux, on peut parler de l'agrandissement de l'association à partir des années 92. Et vraiment, on a l'impression que 94-95, c'est vraiment les grosses années du patchwork en termes de mobilisation, en termes d'ateliers, puisqu'il y en a beaucoup qui sont créés ou qui se créent en région et qui fonctionnent vraiment de manière parallèle. Et les relations justement entre ces ateliers de région et Paris. Qui fonctionnent de façon autonome, je dirais. Alors, le patchwork des noms, il a été réalisé, existe à Paris, parce que la réalité, c'est que les 5 premiers, nous étions dans l'association Aide. Et l'association Aide, dans ces années-là, était l'association la plus importante. La seconde était Arcade Sida et après ACT UP. L'association Aide, qui existe depuis 1985, sa réalité, c'est qu'il y a eu, au fur et à mesure, des besoins en province et qu'il a été créé des associations régionales un peu partout, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Nancy, etc. Et la diffusion des informations liées au patchwork s'est fait au travers du réseau de Aide. Donc, localement, les gens qui ont pris l'initiative de faire des patchworks, à un moment donné, ont voulu être autonomes par rapport à Paris. Ce qui pouvait se comprendre, parce que les panneaux, comme les panneaux étaient peu nombreux, quand il y avait des manifestations locales, ils avaient à disposition leurs propres panneaux. Le problème, c'est que Paris, s'ils avaient dû tout ramener à Paris, en province, pour les grands événements comme le 1er décembre, il n'y avait plus rien. Tout était à Paris. Donc chacun a voulu être autonome et indépendant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu différents ateliers en province. Ceci dit, il y a eu des événements où des ateliers de province ont été invités à Paris. Et des ateliers, comme l'atelier de Nancy, a participé à des ateliers à Paris. Pour les autres, ma mémoire un peu défaillante, je ne saurais pas. Mais l'important, ce n'était pas la concurrence, c'était que la volonté, c'était surtout que le patchwork montre quelque chose d'important et de grand. Quand on a un grand nombre de panneaux, visuellement, c'est pas du tout pareil. Et pour un 1er décembre, si tous les panneaux français avaient pu être réunis au même endroit, lors d'un journal télévisé, l'impact aurait été complètement différent. Mais c'était un peu compliqué d'imposer
aux gens de province de faire venir leurs panneaux, et c'était relativement légitime qu'ils aient leurs ateliers. Donc ça s'est fait au fur et à mesure comme ça. Bon, ben, on peut que le constater. Bon, il n'y a rien à critiquer, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Bien. Alors, l'intéressant a posteriori, c'est que dans la réalisation des panneaux, on voit la différence, artistiquement, je dirais. Les gens du Sud ne vont pas du tout s'exprimer comme les gens de Lorraine. Les panneaux ne vont pas forcément avoir les mêmes couleurs, les mêmes calligraphies, les mêmes représentations. Donc, esthétiquement, c'est intéressant de les rassembler parce que ça montre la diversité aussi de la France et des personnes. Mais c'est compliqué de tout centraliser. Donc, il y a des ateliers en province. Enfin, il y avait des ateliers en province. Bon, ben, on ne peut que le constater. Et comment les ateliers en région étaient financés au niveau du matériel, au niveau de l'organisation des déploiements? Alors, tu sais, les financements, c'est un grand mot, parce que je peux t'assurer que pendant 15-20 ans, il y a beaucoup de choses que j'ai financées par mes propres deniers, à tout niveau. Et au patchwork, c'était pareil. Il y a beaucoup de choses qui étaient financées par les propres deniers des bénévoles, des volontaires. On n'était pas forcément... enfin, d'abord, on n'était pas payé. Donc, et les frais qu'on pouvait avoir étaient relativement limités. Hein. Bon, les transports en province, on se démerdait. Si on avait une aide pour payer le transport, c'était bien. Et si on n'avait pas, on se démerdait. Comme dans beaucoup d'associations petites, parce que même, on a beau dire, c'était une petite association. Les membres, ils financent eux-mêmes. Ça a été compliqué à partir du moment où il y a eu des permanents, où là, il a fallu financer. Il y a eu, il y a eu des aides avec des objecteurs de conscience, je ne sais pas si ça existe encore. Non, c'est pas objecteur. Les personnes qui font leur service militaire. En civil. Hein. Oui, ben, en fin de compte, depuis qu'il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus d'objecteurs de conscience. Service civique maintenant. Ouais, c'est service civique maintenant. Mais c'est pas le patchwork qui les payait. Donc il y avait quelques subventions, mais c'était surtout lié à des événements. C'est-à-dire que quand il nous était demandé quelque chose, on était en droit de demander une subvention, une aide pour faire quelque chose. S'il y avait un déplacement qui pouvait être onéreux, on demandait une subvention dans la mesure du possible. Mais l'argent, c'était une préoccupation, surtout pour faire des événements. Mais il y a des choses... à Avignon, on y a été en voiture. On n'a pas été subventionné pour y aller. On ne nous a pas remboursé l'essence. C'était pas... Bien souvent, c'était ça. Hein. Donc, Ce
qu'il y a des années où dans les comptes, on voit qu'il y a quand même des budgets qui sont assez, assez conséquents. En plus du budget consacré aux salariés, où il y a eu par moment deux salariés en même temps. Le loyer aussi de l'association Atolbiac, c'est ça Atolbiac Ouais. Tout ça, il y a eu on sent qu'il y a eu un moment où il y a eu de l'argent qui est arrivé. Alors, très honnêtement, quand il y a eu le déménagement à Tolbiac, moi c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris beaucoup de recul. Il y avait des personnes extérieures qui sont arrivées comme ça, avec qui je n'avais aucune affinité et je ne m'entendais pas. Il y a eu cette volonté de prendre un grand local qui avait un coût, et un coût sur la durée, et d'avoir du personnel. Il y avait Marie-Christine Courtoison, il y a peut-être eu d'autres personnes après. Ça a un coût. Pour une petite association, parce que malgré tout, c'est une petite association. Je trouvais ça excessif. Et que apporter des fonds au patchwork, alors qu'il y a tant de besoins ailleurs, ça me paraissait un peu dur. Donc, certains ont eu les yeux plus gros que le ventre, mais c'est le problème du patchwork, c'était ça. Ça a commencé à péricliter à partir de l'arrivée à Tolbiac, parce que c'était des coûts. Et je me souviens d'un dépliant, et je crois que ça a été le moment où j'ai pris beaucoup de recul. Il y avait une discussion sur un dépliant avec un pliage particulier proposé par je ne sais qui, avec les photos du patchwork, pour qu'on ait un support quand il y avait une manifestation, etc. Moi, je trouvais ça un peu excessif et beaucoup trop cher. Je crois que bon, quand tu vas à une grosse manifestation, les dépliants, tu les prends, tu les mets dans ton sac, arrivé chez toi, tu les poses quelque part, tu fais pas attention. C'est pas du pareil qu'une plaquette informative. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris énormément de recul pour en dire plus. Donc, c'est l'argent. Moi, je pense que l'argent a tué le patchwork. D'accord. Comme trace la plus récente qu'on a de toi dans les archives, ça date de 96. En fait, tu as encore ta carte de membre fondateur en 96. Et encore, Et tu vois, ce que je comprends pas, c'est le document que tu m'as donné, Jacques Létang, démissionnaire. Ça datait de quand, là 93, fin 93. Et il est toujours là? Peut-être qu'il est revenu un peu après. Non, il y a un truc qui va pas. Mais de toute façon, Ça me paraissait bizarre que là, sur le document que tu avais, il y avait Jacqueline. Et Jacqueline, c'est vraiment la cheville ouvrière. Parce qu'elle était couturière et dans les premiers ateliers, elle était là tout le temps. Et c'est vraiment la petite main du patchwork. il y a plein de photos d'elle. Jacqueline Hédon. Alors, tu vois, document de 93, tu vois Michel Gaillato peut-être,
il n'était pas trop bien à cette époque-là, pour des raisons de santé. Je comprends qu'il ait pu donner sa démission. Jacques Létang, en 93, tu dis qu'il donne sa démission, mais là, je vois qu'il est toujours présent en 96. Non, il n'est pas présent, il est membre fondateur. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Ça, c'est les cartes de membres fondateurs. Et vous êtes les fondateurs. Vous ne changez pas que vous démissionnez ou pas, vous restez les membres fondateurs. C'était juste ça, c'était juste la dernière carte qu'on avait de toi. Ouais. Et dans... Ouais, enfin, moi, je me souviens pas avoir une carte du patchwork, mais bon. Et dans ce compte-rendu-là de conseil d'administration de juin 96, Je n'y suis pas. là, non, tu n'y es pas, mais tu es excusé ou absent. Ouais, moi, c'est plutôt absent. Donc ouais, tu es parti vers 80. Oui, c'était 95. Ouais. Tu vois, si tu dis le Tolbiac, c'est 94-95, c'est à ce moment-là, peu de temps après. Donc, et on voit plus du tout Jean Forest. Mais il apparaît pas comme membre. Là-dessus. S'il devait s'occuper de la trésorerie, où il était. Hmm. Tu vois, ça a toujours été. Il y a même des gens de FG qui sont là. Donc, ça a toujours été assez fédérateur. Quand il s'agit du deuil, tu ne peux pas avoir une association autrement ouverte à tous, sans jugement. Donc, le patchwork, ça a toujours été l'esprit. Donc, ça revient à ta question. Pourquoi il y a des panneaux de Act Up? Mais parce que c'est tout à fait légitime que quelqu'un puisse honorer ou exprimer une émotion de souvenir par rapport à une personne. Donc, Bon voilà, là c'est un peu les dernières traces qu'on a ouais. de ton nom dans les archives. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi j'ai une question, c'est donc quand tu t'es éloigné des patchwork, est-ce que tu as suivi de loin comment l'association se transformait, ou est-ce que quand les patchwork des noms est devenu les amis des patchwork des noms, Solidarité SIDA, les Solidays et toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, comment tu as suivi ça? Quel est ton regard que tu portes là-dessus? Moi, jette un œil sur votre page Facebook, mais si tu veux, bon, 94-95, il y avait ces petits différends. Il y a le fait que, au niveau professionnel, la boîte où je travaillais avait des difficultés et que je travaillais pratiquement 6 jours sur 7, quand c'est pas 7 jours sur 7, que finalement en 97, j'ai été licencié et après j'ai retrouvé du boulot. J'en avais marre de Paris, j'ai trouvé du boulot sur Montargis, dans le Loiret. Donc, tout ça faisait que je m'éloignais complètement. Et que j'étais fondateur parce que je trouvais que ça avait son importance. Alors, il y a le patchwork, mais en dehors du patchwork, j'ai fait des choses par rapport au deuil. J'ai fait des ateliers de deuil au centre gay et lesbien. Donc il y avait une réunion par semaine où tu avais des gens qui venaient.
on était enfermés, et les gens parlaient de leur deuil. Et ce qui était bien, c'est que tu avais des garçons, mais tu avais aussi des filles. Hein. Il y a des lesbiennes qui pouvaient être touchées par le sida aussi. Hein. Donc il y a des lesbiennes qui sont mortes. Et c'était encore plus intéressant quand il y avait une fille dans le lot. Parce que les garçons sont peut-être plus pudiques qu'on le pense pour exprimer leurs sentiments. Alors que les filles parlent vraiment sans gêne de leur ressenti et de leurs sentiments. Et quand il y avait une fille et qu'elle parlait, ça libérait beaucoup la parole des garçons. Donc, j'ai fait pendant un certain temps les ateliers au centre gay lesbien, c'était dans la rue Keller. Donc pendant ça, dû déménager. Et j'ai même fait un week-end à Bonneuil pour des personnes en deuil. C'est pareil. Le but, c'était de faire parler les gens et puis qu'ils puissent trouver des gens qui sont comme eux. On a besoin de trouver des gens qui nous ressentent dans la douleur. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup sur le deuil. Et le patchwork, c'est une façon.